Théorème de Fubini pour les fonctions mesurables positives. Il existe des théorèmes de Fubini que nous verrons d'ailleurs pour les fonctions intégrales. Fubini, mathématicien italien de la fin du 19e siècle jusqu'à presque la moitié du 20e siècle, grand mathématicien qui s'est intéressé donc notamment aux intégrales. Il est surtout connu pour ses résultats qui permettent d'inverser des intégrales simples et d'en faire des intégrales doubles. E1, B1, donc il a fini quand même sa carrière, il a été obligé de s'exiler dans les années 20 ou 30, je ne sais plus, et d'aller en France, parce qu'il était interdit de cours par les fascistes. Et il a fini sa carrière dans la très grande, la plus grande même, université pour les mathématiciens aux États-Unis, l'université de Princeton. Donc c'est quelqu'un. E1, B1, mu1, E2, B2, mu2, mesuré avec des mesures sigma finies, f une fonction mesurable sur E1, 3, E2, alors quel que soit x appartenant à E1, f de x point, alors je rappelle que f de x point, pour x fixé, c'est l'application qui à y fait correspondre à f de xy. Est B2 mesurable, f de point y est B1 mesurable, x donne intégrale de f de x point est B1 mesurable, voilà. Et y donne intégrale de f de point y est B2 mesurable. Et ces deux intégrales sont égales. Et elles sont égales à l'intégrale de f sur E1 pro E2. Donc, f mesurable positive, on est d'accord. Démonstration. X appartient à E1. On considère la fonction partielle gx qui a y appartenant à E2 fait correspondre à f de xy, qui est donc composée, qui est donc la composée f rond phi x, où phi x est l'application qui a y appartenant à 2 associe xy appartenant à E1 croix 2, et après on peut faire f. Alors phi x c'est une fonction mesurable, parce que, je vais lui le démontrer avant ce résultat, mais tant pis je le refais. Si je prends b appartenant à b1, b2, phi x moins 1 de b, eh bien ça va être bx point, d'accord? Puisque ça va être l'ensemble des y tel que xy appartient à B1, B2. Donc c'est bien bx point. Et bx point, lui, il appartient à B2 parce que B appartient à B1, B2. Voilà. Et donc ça, quel que soit B appartenant à B1, B2, donc ça veut bien dire que phi x est mesurable. Et donc là, on compose deux fonctions mesurables. Et on obtient donc une fonction mesurable. Donc f de x point, parce que c'est gx, gx c'est f de x point, est B2 mesurable. De même, si y appartient à E2, la fonction hy qui a x fait correspondre f de x point y, f de xy, pardon, et bien cette fonction est B1 mesurable. Supposons d'abord, alors on a démontré là 1 et 2. Maintenant on va démontrer 3, 4 et 5 d'un coup. Alors, on va d'abord le démontrer, c'est un schéma classique en intégration, dans le cadre d'une fonction caractéristique, puis de fonction étagée, puis ensuite fonction mesurable, en disant qu'une fonction mesurable positive est limite une suite croissante de fonctions étagées. Donc, quand c'est une fonction caractéristique, A appartient à l'attribut produit, B1, B2, f est évidemment positif, puisqu'il prend comme valeur 1 et 0, f est B1, B2 mesurable parce que A appartient à l'attribut produit, quel que soit x appartenant à E1, f de x point égale 1, A de x point qui a y associe 1 si xy appartient à A, 0 sinon, et donc c'est la fonction AX point, d'accord, qui est B2 mesurable, parce que A appartient à B1, B2, d'accord, et ça on l'a déjà vu avant. Et puis évidemment elle est positive, tout est positif de toute façon ici. Et la fonction x appartenant à 1, fonction phi x donne mu2 de ax point, on sait aussi qu'elle est B1 mesurable. Tout ça c'est parce que A appartient à l'attribut produit. Bon, mais mu2 de ax point c'est quoi? C'est l'intégrale sur E2 de ax point des mu2, c'est-à-dire f de x point des mu2. Voilà. Donc x appartenant à 1 donne intégrale sur E2 de f de x point des mu2 est B1 mesurable. De même, psi y, donc y donne ça est B2 mesurable, et y appartenant à E2 donne l'intégrale f.y des mu1 et B2 mesurable. Voilà.
Donc en fait là on a démontré 3 et 4 et on va démontrer 5. Voilà, parce que on sait aussi, donc là j'étais rendu là, d'accord. On sait de plus que ces deux intégrales sont égales à ça. Et donc la première, ça nous fait somme de mu2 de a x point des mu1. C'est donc en fait somme sur 1 de somme sur 2 de 1a f de x point des mu2. Ça c'est en fait f des mu2 des mu1, hein, c'est ça. D'accord, voilà. Et de même pour ça. Et ça c'est f de point y des mu1. D'accord. Donc elles sont égales ces deux-là. Elles sont égales et elles sont égales à ça. D'accord. Et ça c'est quoi? C'est somme de 1a des mu1 mu2, c'est-à-dire somme de f des mu1 mu2 sur E1 fois E2. Et donc l'égalité est prouvée, le 5 est prouvé. Voilà. Alors maintenant on va passer à des fonctions B1, B2 étagées positives. Donc on prend une fonction f qui est B1 et B2 étagé, donc les AJ appartiennent à l'attribut 1, E2, les alpha J sont positifs, et on en prend une représentation disjointe. F de x point est mesurable, bien sûr, f de x point est égal à somme de alpha J 1 AJ des x points, qui sont mesurables aussi, on l'a vu avant, donc je peux intégrer, et donc somme de E2 de ça est égale, j'utilise la linéarité de l'intégrale, somme des alpha J des intégrales. Et ça, c'est mesurable parce que chacune de ces fonctions-là est mesurable. D'accord? Donc, j'intègre, cette fois-ci, j'intègre cette égalité par rapport à E1. Et donc, somme de 1, somme de E2 de f de x point des mu2 des mu1 est égale à somme de alpha j de somme de 1, somme de E2 de 1 à j x point des mu2 des mu1. Bon, de même, ça va être B2 mesurable. Et son intégrale va être égale à ça. Mais, du coup, puisque l'intégrale, ça on l'a vu avant, l'intégrale de 1 à j point... non, puisque l'intégrale sur E2 de l'intégrale sur E1 de 1 à j point y des mu1 des mu2 est égale à l'intégrale de E1 de 1 est égale à i, d'accord? Eh bien, je vais avoir ça qui est égal à ça. Oui, puisque ça, c'est égal à ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ces deux intégrales. Ça, c'est égal à ça. Donc, finalement, ce truc-là va être égal à ça. Voilà. Que j'appelle I. D'accord? Mais en plus, je sais que, oui, il y a donc car, ça. Voilà. Et en plus, c'est égal à ça. D'après ce que j'ai vu avant. D'accord? Donc, ça va faire que mon I, en plus, il va être égal à la somme de J égale 1 à P des alpha J, somme de sur E1 fois A2 de 1 à J des mu1 mu2. Alors ça c'est quoi? Ça va être linéarité de l'intégrale, somme des sommes de 1 à P de alpha J 1 à J des mu1 mu2, d'accord? C'est-à-dire somme de F des mu1 mu2. Et donc j'ai démontré que dans ce cas des fonctions dans B1, B2 étagées positives, dans ce cas-là, j'ai bien ça qui est égal à ça et qui est égal à ça. Donc maintenant, je vais passer à une fonction mesurable positive quelconque. Fin de la démonstration du théorème de Fubini pour les fonctions mesurables positives. Donc maintenant, f est une fonction mesurable positive quelconque. On sait qu'il existe une suite fn de fonctions B1, B2 étagées croissantes, évidemment positive, voilà, et tel que f est égal à sub dfn, c'est-à-dire limite simple dfn, soit x appartenant à E1, fn de x point est aussi une suite croissante de fonctions B2 mesurables, et fn de x point converge simplement vers f de x point. Pourquoi? Parce que quel que soit y appartenant à E2, fn plus 1 de xy est supérieur ou égal à fn de xy, et la limite de fn, c'est-à-dire x est fixé là, de xy quand n tend vers plus l'infini est égal à f de xy. Donc j'ai bien une suite croissante. Bon, ce fonction B2 mesurable, ça, on l'a déjà démontré que quand on a des fonctions fn B1, B2 étagées, eh bien fn de x point est B2 mesurable.
Voilà. Donc on peut passer à l'intégrale et dire que somme de f de x point d mu 2 sur E2 est égale à sub sur n des sommes de fn de x point d mu 2 sur E2. Alors on sait que x appartenant à E1 donne fn de x point d mu 2, ça c'est sur E2, hein. Eh bien on sait que ça c'est B1 mesurable, on l'a démontré avant, ça vient du fait que fn est une fonction positive B1, B2 étagée. D'accord? Voilà. Donc on sait ça. Et d'autre part, comme fn plus 1, comme la suite fn est croissante, fn plus 1 est supérieur ou égal à fn, donc l'intégrale de fn plus 1 de x point d mu 2 est supérieure ou égale à l'intégrale de fn de x point d mu 2, puisque fn, la suite fn de x point est elle-même une fonction croissante. Hein, d'accord? Donc j'ai bien ça. Et donc je vais avoir cette suite de fonctions qui à x appartenant à E1 donne somme de E2 de fn de x point d mu 2. Et bien cette suite de fonctions va être une suite en fait croissante de fonctions qui sont toutes B1 mesurables. Donc je sais que sub de, si j'appelle ça Gn, sub des Gn est B1 mesurable. Voilà. Alors x donne somme de f de x point d mu 2 sur 2 est la fonction sub de Gn, forcément, puisque voilà, ça c'est Gn en fait, d'accord? Ça c'est Gn, donc sub de Gn, c'est ça, c'est cette fonction-là, d'accord? Donc c'est cette fonction-là, c'est-à-dire, voilà, c'est celle-là, d'accord? Donc ça c'est la fonction sub de Gn. Donc comme sub de Gn est B1 mesurable, ben, j'en déduis donc que cette fonction-là est B1 mesurable. Et qu'en plus, son intégrale est égale au sub des intégrales des Gn. Voilà. Donc j'ai ça. D'accord? De même, y appartenant à E2 donne somme de f.y d mu 1 sur E1 est B2 mesurable. Et son intégrale est égale au sub des... Alors là, je ne les appelle plus Gn, mais Hn d mu 2 sur E2, où Hn, c'est le pendant de Gn qui était là. C'est-à-dire, c'est la fonction qui a y appartenant à E2, donne somme de fn de point y d mu 1 sur E1. Voilà. Bon, mais fn, c'est une fonction B1, B2 étagée, donc somme de Gn d mu 1 qui est égale à somme de E1 de somme de E2 de fn point de x point d mu 2 d mu 1, ben ça j'ai déjà démontré que c'est égal à ça, puisque fn est bien. Et j'ai même démontré, oui, donc j'ai démontré que c'est égal à ça, et ça c'est ça, d'accord? Voilà. Mais en plus, j'ai démontré que ça, ces deux-là, elles étaient égales à somme de fn sur E1 croix E2, d mu 1, d mu 2. Ok? Donc, d mu 1 mu 2 si vous préférez. Donc, de tout ça, j'en déduis que le sub des Gn est égal au sub des Hn est égal au sub des Fn. D'accord? Et donc, ça me fait, le sub de ça, je sais que c'est ça. Le sub de ça, je sais que c'est ça. Et donc, ça va être égal au sub de ça. Alors, le sub de ça, Fn est une suite croissante de fonctions B1, B2 mesurables, positives. D'accord? Mais ce sont des fonctions, oui, j'ai rien dit. Et Fn tend vers F. Donc, le sup des Fn est égal à l'intégrale de F. D'accord? Donc, ça, c'est l'intégrale de F. Donc, en plus, je peux dire que c'est égal à l'intégrale de F. Et donc, j'ai, voilà, ces deux égalités. Hein. Et là, je vois quoi? C'est tout à fait le théorème de Fubini. Hein. C'est-à-dire que j'ai inversé mes intégrales simples. Et en plus, c'est égal à l'intégrale double. Voilà, on a démontré le théorème de Fubini pour des fonctions mesurables positives. Notation, si E1 et E2 sont deux ensembles, P1 c'est la première projection, P2 la seconde projection. Si F1 va de E1 vers R bar, F2 de E2 vers R bar,
le produit F1, F2, c'est cette fonction-là. D'accord? Donc en fait, elle va être égale à F1 rho P1, parce que quand j'applique X1, X2 à P1, ça ne fait plus que X1, et donc ça fait F1 de X1. D'accord? Idem pour l'autre. Donc c'est égal à ça, en convenant que 0 fois l'infini, ça fait 0. Si j'ai deux espaces mesurables, que F1 est mesurable et F2 aussi, alors ce produit F1, F2 est mesurable. Démonstration P1. Alors P1, c'est cette fonction-là. Ben, on sait qu'elle est B1, B2, B1 mesurable. Et F1 est B1, BR bar mesurable. Donc par composition, celle-là est B1, B2, BR bar mesurable. De même, F2 rond P2 est B1, B2, BR bar mesurable. Donc en fait, le produit va être mesurable. Donc F1, F2 est mesurable. Propriété, si E1, B1, mu1, E2, B2, mu2 sont mesurés avec des mesures sigma finies, que F1 est une fonction mesurable positive, F2 aussi, alors le produit F1, F2 est mesurable positif et son intégrale sur E1 croix E2 est égal au produit des intégrales de F1 et de F2. Démonstration. F est égal à ça. Bon, on sait déjà que c'est mesurable. Et puis évidemment, quand on multiplie deux nombres positifs, on trouve quelque chose de positif. Donc c'est positif. Quel que soit x1 appartenant à E1, f de x1 est donc mesurable, on le sait. Et la fonction phi qui a x1 associe ça est bien mesurable. D'accord? Et on sait que l'intégrale de f est égale à somme sur 1 de phi des mu1. Mais f de x1 point, c'est quoi? Alors f, c'est ça. Donc c'est l'application qui a x2 appartenant à 2 associe f1, f2 en x1, x2. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire, puisque x1 est fixé, lambda f2, x2. Où lambda égale f1, x1. Donc pour x1 fixé, phi de x1 va être égal à somme de ça. Et ça, on vient de voir que c'est lambda f2 sur 2. Donc je sors le lambda, ça fait ça. Et ça, le lambda, c'est f1 de x1. Donc ça fait ça fois k. K est égal à somme sur 2 de f2 mu2. Bon. Alors maintenant, la somme de f des mu1 mu2 sur 1 croix 2. Ben, ça va donc être égal, c'est la somme de phi. Donc c'est la somme de k f1. Puisque ici, j'ai f1. Ça c'est k f1. C'est l'application qui à x1 fait correspondre k f1. Donc c'est somme de, donc c'est k fois somme de f1 sur E1. Bon, mais k, je le remplace par somme de f2 des mu2 sur 2. Donc ça fait ça. C'est-à-dire somme de f1 des mu1 multiplié par somme de f2 des mu2. Donc ça nous donne bien le résultat escompté. Voyons maintenant le théorème de Fubini pour trois espaces, 1, 2, 3, munis de trébuts respectifs B1, B2, B3, de mesure mu1, mu2, mu3, sigma fini, et une fonction f qui est mesurable sur E égale E1, E2, E3 à valeur dans R bar plus. Quel que soit, j'applique Fubini, en considérant que E c'est E1 croix E2 croix E3. Donc ça c'est mesurable. Donc ça veut dire que je fixe x2 de x3 et j'ai une fonction de x1. Puis inversement, je fixe x1, j'ai une fonction de x2 de x3, elle aussi mesurable. Et leurs intégrales sont mesurables. D'accord? Et je sais que la somme de f va être égale à ça et à ça. Ça c'est Fubini. C'est Fubini en considérant E1 croix E2 croix E3. Alors maintenant, f de x1 est mesurable. Donc, quel que soit x2, f de x1, x2 point est mesurable. Et l'intégrale est mesurable aussi. Et somme de fx1 sur E2 croix E3 est égale à somme sur E2 de somme sur E3 de ça. D'accord? Donc, somme de f de mu, qui est égale à ça, va être égale à ça. D'accord? Et ça se note parce que là, x1 il est fixé, x2 il est fixé, et quand j'applique la variable x3, ça fait f de x1, x2, x3. Donc on va noter ça comme ça. En considérant maintenant f x1 point x3,
moi, je vais avoir le même genre de résultat, sauf que E2 et E3 sont échangés. Maintenant, je reprends ma fonction h qui est mesurable, puis je fais comme j'ai fait avant, hein, toujours Fubini. Donc l'application partielle est mesurable, l'intégrale aussi, et somme de h d mu2, alors là c'est l'attribut produit, hein, est égal à ça. Donc f d mu qui est égal à ça, non, qui est égal à ça, pardon, va être égal à somme sur E2 croix E3 de somme sur 1 de ça. Okay, et ce que je viens de voir, c'est que ça fait somme sur E2 de somme sur E3 de ce truc-là, c'est-à-dire ça. Qu'on peut donc aussi noter comme ça, parce que là, on fixe x2, x3, et on applique une variable x1, qui nous fait f de x1, x2, x3. En considérant maintenant ça, au lieu de ça, bon, bah, ce que ça va faire, ça va juste m'inverser E2 et E3, et donc au lieu d'avoir somme sur E2 de somme sur E3, je vais avoir somme sur E3 de somme sur E2. Voilà. Donc ces trois-là sont égales à somme de f. Alors maintenant, je fixe x3, je considère g, qui est mesurable, puisque f est mesurable. Donc g est mesurable, et x2 donne g de point x2 est mesurable aussi. Et somme, toujours Fubini, de g sur E1 pour E2, de g d mu1 mu2, est égal à somme sur E2 de somme sur E1 de ça. D'accord? Et ça, c'est pareil que ça. D'accord? Et de même, somme de g d mu1 mu2 sur E1 pour E2 peut être rendu égal à ça. Hein, je change juste l'ordre. Voilà. Et donc, ça veut dire en fait, oui, ça c'est Fubini encore, dire que ça est égal à ça. Hein, d'accord? Et donc, ça veut dire que somme de f des mu va être égale à somme sur E3 de, alors somme sur E3, je l'avais, hein, il est là. Et puis ça me permet d'échanger. Hein, ce que je viens de voir, c'est que je peux échanger ces deux-là. Donc ça fait somme sur E1, de somme sur E2, de ce truc-là. Et bien ce truc-là, c'est exactement ça. Voilà. De la même façon, il suffit de partir, au lieu de partir de celle-là, je pars de celle-là. Là j'ai fait quoi? J'ai échangé les deux dernières. J'échange aussi ces deux-là. Et je vais obtenir ça. D'accord? Donc finalement, je me retrouve avec 6 expressions de somme de f des mu sur E. D'accord? Et ce résultat me dit que quand j'ai une fonction de 3 variables, je peux intégrer par rapport à une variable, là j'ai intégré par rapport à x3 en faisant comme si x1, x2 étaient fixés. Le résultat dépend de x1, x2, donc j'intègre par rapport à une des deux autres, par exemple par rapport à x2. Là j'obtiens quelque chose qui dépend de x1 et après j'intègre par rapport à x1. Voilà. Idem. Considère 3 espaces mesurés, EI, BI, MUI, I donc entre 1 et 3, avec des mesures sigma finies. Si E est égal à E1 croix E2, et B la mesure produit, et mu la mesure et B l'attribut produit, et mu la mesure produit, X appartient à B implique que sa mesure est égale à ça, est égale à ça. Et ça vient du fait que X est mesure et X appartient à B, si et seulement si un X est mesurable. D'accord? Alors, un X, il prend comme valeur 0 et 1. Hein. Donc, c'est mesurable comme ça. D'accord? Et on sait que mu de X, ça va être somme de 1X des mu. Et donc, d'après Fubini, c'est égal à ça. Maintenant, si j'ai 3
espaces avec avec l'attribut produit et la mesure produit, eh bien x appartient à B implique que mu de x va être égal à ça, et à ça, et à ça. Ça aussi, c'est parce que 1x appartient est mesurable. D'accord? Et que mu de x est égal à somme de 1x des mu. Et donc, d'après Fubini, est égal à ça. Enfin, si B est un espace mesurable, et que les FI, BI sont des espaces mesurables, et que F est une fonction donnée par ses coordonnées, d'accord? La fonction qui a T appartenant à E associe ça, d'accord, appartenant à F. Alors F est B, produit des BI mesurables, si et seulement si chaque FI est BI mesurable, et BI mesurable, démonstration. Si F est mesurable, comme les projections sont mesurables, PI rond F est mesurable, et donc BI mesurable, bon, ça c'est exactement FI. Enfin, dans l'autre sens, eh bien, il suffit de prendre un rectangle, donc A égale pi de 1 à n des AI, chaque AI appartient à un BI, F-1 de A c'est l'ensemble des T appartenant à E tel que F de T appartient à ça, c'est-à-dire tel que F de I de T appartient à I, donc c'est l'intersection de FI-1 des AI. FI est mesurable, donc chaque FI-1 des AI appartient à B, et donc l'intersection aussi. Donc F-1 de A appartient à B, quel que soit un rectangle. Bon, mais puisque c'est vrai pour les rectangles, que les rectangles engendrent l'attribut pi des BI, eh bien on peut dire que F est B, produit des BI mesurable. Nous voyons maintenant le théorème de Fubini pour les fonctions intégrables, toujours avec des espaces sur lesquels on a des mesures sigma finies. F intégrable sur l'espace produit. Alors, on a ça. Donc, intégrable presque partout. Cette fonction-là qui appartient à L1 au sens large. D'accord? Donc, intégrable au sens large. Ça veut dire égale presque partout à une fonction intégrable. Idem pour f.x2. Et on a l'égalité qu'on avait déjà avec les fonctions mesurables. On démontre d'abord ça avec une fonction intégrable positive. Donc on sait ça, on sait déjà ça, et on sait qu'on a cette égalité. Mais f appartient à L1. Donc cette somme-là est inférieure à plus l'infini. Donc ça va être inférieur à plus l'infini. Et comme f est positif, on en déduit que ça, cette intégrale, est inférieur à plus l'infini pour x1, mu1 presque partout. Donc ça veut dire que f de x1 point est intégrable mu1 presque partout. C'est ce qu'on a là. Ce qui veut dire qu'il existe n1 appartenant à v1 de mesure nulle, tel que f de x1 point appartient à n1 si x1 n'appartient pas à n1. On pose psi égale phi croix multiplié par la fonction caractéristique de 1 moins n1, mesurable parce que n1 est mesurable, donc ça c'est mesurable, et on a ça presque partout. Et l'intégrale de psi est égale à ça, est inférieure à plus l'infini, donc ça veut dire qu'elle appartient à R. D'accord? Et donc, comme phi est égal à psi presque partout, on a déduit que phi est intégrable au sens large. Bon, bah, l'égalité, on l'a puisqu'on l'avait déjà. Deuxième partie, eh ben, on écrit que, puisque f là est une quelconque, on écrit que f est égal à f plus moins f moins, qui sont intégrables sur l'espace produit, et sont positifs. Donc on peut leur appliquer 1, 2, 3. Il existe N1 appartenant à B1 négligeable tel que f plus de x1 point appartient à L1 si x1 n'appartient pas à N1, et f moins de x1 point appartient à L1 si x1 n'appartient pas à L'1. D'accord? Donc on prend N la réunion des deux, et comme ça, si x1 n'appartient pas à N, on a ça. Alors, en plus, c'est des fonctions positives, d'accord? Donc, f de x1 point est égal à f de x plus de x1 point moins f moins de x1 point appartient à L1.
D'accord? Quand x1 n'appartient pas à L. Donc f de x1 point appartient à L1 presque partout. Donc c'est la première partie. D'accord? Voilà. Maintenant, si je considère cette application et celle-là, bon, c'est ce que j'ai fait avant. Hein. Je sais que ces deux-là sont intégrales et qu'on a ça, ainsi que ça. Je vois que si je prends g égale phi 1n, alors c'est pas un n, c'est un x. Alors x, c'est e moins n. D'accord? Alors si je prends, ouais là je l'avais bien mis pourtant, phi 1x moins phi moins psi 1x appartient à L1, c'est la différence de deux fonctions qui appartiennent à L1. Si x1 n'appartient pas à L, g de x1 est égal à phi de x1 moins psi de x1 qui est égal à ça moins ça, qui est égal à ça, qui est égal à ça. Donc, si je prends la fonction u qui est à x1 appartenant à L1, à ceci, somme de E2 de f de x1 point d mu2. Elle va être intégrable au sens large, parce qu'elle est égale presque partout à la fonction g qui est intégrale. Et l'intégrale de f des mu1 mu2 est égale à somme, alors là, à somme de f plus des mu1 mu2, je ne l'ai pas mis, hein, mais c'est sur l'espace produit, ça, moins somme de f1. Et donc c'est égal à ça, d'accord, parce que somme de f plus, ben, ça fait ça, c'est ce qu'on a démontré avant, moins ça. Donc ça veut dire que c'est égal, ça je l'ai appelé phi, donc c'est somme sur 1 de phi des mu1 moins somme de psi des mu1, donc c'est somme de ça sur 1 moins ça, et comme elles sont intégrales, ça fait somme de g, d'accord, qui est égal à ça, on l'a déjà vu. Donc ça y est, j'ai ça qui est égal à ça. Idem pour f.x2, c'est-à-dire que f.x2 appartient à L1 pour x2 mu2 presque partout, que cette fonction-là appartient à L1 et aussi que ça est égal à ça. Un théorème de Fubini aussi, toujours avec nos espaces mesurés sigma fini. F1 appartient à L1 de 1 B1 mu2, F2 à L1 de 2 B2 mu2, donc elles sont intégrales. Alors, cette fonction, qui je le rappelle, est la fonction qui est au couple x1, x2 de 1 croix E2 associe le produit f de x1 multiplié par f de x2 appartenant à R, est une fonction qui est intégrable sur l'espace produit, et son intégrale est égale au produit des deux intégrales. Démonstration, f1 et f2 sont mesurables, donc on sait que f1 et f2 est mesurable. Supposons d'abord f1 positif et f2 positif, eh bien on sait qu'on a ça. Et du coup ça va être inférieur à plus l'infini puisque f1 et f2 sont intégrables. Donc ça veut dire que f1, f2, le produit de ces deux fonctions, est intégrable. Supposons maintenant f1 et f2 quelconque. Donc on a f1, ça on l'avait déjà vu comme ça, hein, avec P1, P2, les projections canoniques, hein, et donc je peux écrire que c'est égal à ça, puis je décompose, et ça me fait des choses comme ça. Donc je peux écrire que ça c'est égal à f1 plus, alors c'est ça fois ça, donc c'est f1 plus multiplié par f2 plus, d'accord, moins f1 plus multiplié par f2 moins f1 moins par f2 plus f1 moins f2 plus, f2 moins. Et donc, puisque f1 plus, f1 moins, f2 plus, f2 moins sont intégrables, ça c'est intégral, ça aussi, ça aussi, ça aussi, d'après la première partie. Donc, f1, f2 est intégrable. De plus, quand on intègre, ça nous fait quoi? Somme de ça est égale à somme de ça, moins somme de ça, moins somme de ça, plus somme de ça. D'accord? Donc ça va nous faire ça, ça nous fait ça,
Ah oui, alors, j'ai ça qui est égal à ça, j'ai ça qui est égal à ça, et puis idem pour les deux autres. Donc je vais avoir ça qui est égal à cette somme-là, c'est-à-dire ça, moins cette somme-là qui va faire ça, moins cette somme-là qui va faire ça, alors je change là, plus cette somme-là qui va faire ça. Et donc ensuite je regroupe et je mets en facteur le somme de f1 plus et le facteur de ça moins ça. D'accord? Et puis pareil pour f1 moins, et donc j'ai facilement ça. Bon, vous développez ça et vous trouvez ça. Et donc je trouve que ces sommes de f1, puisqu'elle est intégrable sur E1, multiplié par somme de f2 sur E2. Oui, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, mais c'est évident, c'est que pourquoi ça appartient, c'est bien intégrable, tout ça, parce que comme f1 est intégrable, f1 plus et f1 moins sont intégrables. Et comme f2 est intégrable, f2 plus et f2 moins sont intégrables. Donc d'après la première partie, tout ça c'est intégrable dans l'espace produit. Le théorème de Tonelli, deux espaces mesurés avec des mesures sigma finies, f une fonction mesurable sur l'espace produit, et on suppose que l'intégrale sur E1, l'intégrale sur E2 de la valeur absolue de f en x1 point, d mu2, d mu1 est inférieur à plus l'infini. Autrement dit, on prend les hypothèses à l'envers de la proportionnalité précédente. La conclusion devient hypothèse. Ou bien ça, le seul des deux suffit pour conclure que f va être intégrable. Alors E c'est l'espace produit, B c'est aussi l'attribut produit, et mu c'est la mesure produit. Et par ailleurs qu'on a le même résultat qu'on avait précédemment. Démonstration, si f est mesurable, valeur absolue de f l'est aussi, et elle est positive, donc on sait qu'on a ça. Mais on sait que ça, c'est inférieur à plus infini. Donc ça va être inférieur à plus infini. Donc f va appartenir à L1. Et comme f appartient à L1, d'après le résultat précédent, bah, on a tout le reste, c'est-à-dire que on a ça. Et donc, comme c'est inférieur à plus l'infini, ce truc-là, l'autre va être aussi inférieur à plus l'infini. Donc il suffit qu'un des deux soit inférieur à plus l'infini, l'autre va l'être de toute façon. Voilà. Idem si on prend comme hypothèse celle-là. Remarque sur les produits d'espace complets. Donc deux espaces sigma finis et avec des mesures complètes. Et ça n'implique pas que la mesure produit soit complète. Démonstration en prenant E1, B1, mu1, E2, B2, mu2 qui sont pareils, qui sont R, BR, lambda. Lambda, la mesure de Borel-Lebesgue. V, espace de Vitali, bah on sait qu'il n'appartient pas à BR. Et on considère grand X égale V croix 0, qui est inclus dans ça parce que V est inclus dans moins 1,2. Alors, supposons que grand X appartienne à BR2. Alors, comme 0 appartient à cet ensemble-là, X de point 0, qui est l'ensemble des X tels que X0 appartient à grand X, bah, c'est évidemment V. Et ça voudrait dire que V appartiendra à BR. Bah, si X appartenait à BR2. Bah, c'est faux. Donc ça veut dire que X n'appartient pas à BR2. Alors, X est inclus dans ça. Ce truc-là, sa mesure, c'est ça. Parce que ça, c'est un rectangle. Donc, on fait le produit des mesures. Ça fait 3 fois 0 égale 0. Donc, X est inclus dans Y qui vaut ça. Et Y, c'est un borélien puisque c'est un rectangle. Et sa mesure est nulle. Donc, ça veut dire que X est négligeable, mais que ça n'est pas un borélien. Donc, ça veut dire que la mesure de Lebesgue, de Borel-Lebesgue sur R2, R2, BR2, eh bien, n'est pas une mesure complète.